pour certains naturopathes, je vais trop loin de ce côté-là, mais pour moi, je m'en fous. L'important, c'est vraiment de transformer sa relation aux aliments. Quand j'ai fait ces études-là, ces recherches-là, je l'ai montré à mon médecin de famille, puis Que tu avais à cette époque-là. Que j'avais, c'est ça, parce que j'ai perdu mon médecin de famille plus tard, mais au début, donc je lui ai montré, puis elle a dit « Ah, c'est génial, c'est vraiment... j'aimerais pouvoir t'en prescrire, mais j'ai pas le droit. » Elle n'avait pas le droit. Parce que le Collège des médecins, donc, ne permet pas de prescrire quelque chose qui n'est pas considéré comme scientifique dans leur Bible à eux. Dans leur Bible, c'est ça, parce que c'est très localisé, parce qu'il y a d'autres places où c'est admis, finalement, que ça fonctionne. Tout à fait. Mais pas dans le Collège des médecins du Québec. Pas au Québec. Puis au Québec, on est une société distincte. À mon balado, je reçois des gens parfois très connus, parfois moins connus et parfois méconnus du grand public. C'est le cas de mon invité aujourd'hui, un naturopathe. Il s'appelle Jean-Pierre Deschênes. C'est lui qui m'a contacté pour me raconter son histoire. Je l'ai trouvé vraiment fascinante et je me suis dit, je pense que ça peut inspirer beaucoup de mes abonnés. C'est un homme qui s'est soigné lui-même du cancer. On lui a diagnostiqué un cancer en 2021 de stade 3. Et étant naturopathe, il s'est tourné vers ses ressources à lui pour se soigner. Il nous partage son témoignage. C'est vraiment intéressant. Jean-Pierre Deschênes, naturopathe, tu n'es pas connu du grand public. Merci d'être assis à mon micro aujourd'hui. J'aimerais ça que tu te présentes tout simplement. Qui es-tu? Moi, je suis un thérapeute en médecine, en approche intégrative, parce que médecine, on n'a pas le droit de le dire. OK. Alors, en approche intégrative, comme naturopathe, homéopathe et massothérapeute, et comme méditant de longue date aussi. OK. Et ça fait 4 ans maintenant, un peu plus, ça va faire un peu plus que 4 ans, donc que je suis en rémission d'un cancer de la lymphe. Et puis, ça, c'était de stade 3, donc quand même assez avancé. On va avoir l'occasion d'en reparler de ton cancer, histoire vraiment très intéressante. Avant toute chose, j'aimerais ça, tu dis que tu es naturopathe, je trouve que c'est un terme vague qui, moi, quand je l'entends, en fait, ça veut comme plus rien dire parce que j'ai l'impression que c'est un peu galvaudé. Qu'est-ce que ça signifie être naturopathe concrètement? Ça signifie soigner avec des moyens naturels, nature's path, et ça veut dire la voie de la nature, donc d'utiliser des plantes, des suppléments de vitamines ou de micronutriments comme du NAC, de la CoQ10, peu importe. Et c'est aussi d'utiliser l'homéopathie quand on a cette approche-là aussi, ou d'autres approches comme des collègues se sont spécialisés plus, par exemple, avec des approches qui sont plus biomécaniques. Alors, à ce moment-là, donc comme naturopathes, ils peuvent utiliser ça aussi. Et quand tu dis homéopathie, ça aussi, c'est aux yeux de nos médecines qui sont très matérialistes, quelque chose qui est souvent regardé de haut, qui est considéré comme presque une fraude. Qu'est-ce que tu répondrais à, mettons, Jean-René Dufort qui avait pris plein de granules pour se faire une overdose? C'est quoi l'homéopathie? Ben, en fait, l'homéopathie, c'est un produit qui est infiniment dilué et dynamisé. Et plus que le chiffre monte, plus que c'est dilué et non pas concentré. Donc, le contraire, finalement, de ce qu'on... Il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif. Exactement. Mais maintenant, nous, on a pu observer que plus qu'on augmente les dosages, plus que ça a une action profonde dans la psyché humaine même. Alors, un remède homéopathique, il fonctionne seulement si la personne a des symptômes semblables à ce que le remède, lui, pourrait aider à autoréguler dans le corps de la personne. Donc, exemple, quelqu'un qui est plus agité, anxieux, qui est plus faible, qui a de la frilosité, pourrait avoir besoin d'arsenicum parce que, justement, c'est un remède qui, à haute dose, provoque ça, mais à dose infiniment diluée, va venir à autoréguler dans le corps de la personne qui le prend. Et si tu en prends plein de granules alors que tu n'as pas ces symptômes-là, ça fera juste rien. Rien du tout. Ça va... Tu ne peux pas être affecté négativement, finalement, par de l'homéopathie. Non, le pire qui puisse arriver avec l'homéopathie, c'est rien, mais le mieux qui puisse arriver, effectivement, c'est qu'il y ait donc un apaisement des symptômes et puis un changement donc par rapport à l'état de santé de la personne. Ça fait... On vit dans un monde, finalement, qui est assez matérialiste et nos médecines sont très matérialistes. C'est comme si là, ce que je vois, ce que j'observe, j'ai reçu Annie Junot ici à mon podcast, qui, elle, a le Collège des médecins sur le dos. C'est une naturopathe aussi. Et
on voit là, qu'il y a comme une guerre aux produits naturels, un accès, difficulté d'accès. C'est pour ceux qui... On a vu là, passer plein de choses. J'ai vu Avril et Taux et tout ça, tous les grands magasins qui faisaient un appel aux gens de se concerter parce que finalement, ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir un accès aux produits naturels. Est-ce que tu vois qu'il y a comme une sorte de guerre contre les sciences plus proches de la nature, contre les médecines plus proches de la nature? Ben, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un monopole au Québec. Le Collège des médecins a le seul droit de traiter et de prescrire et de faire des tests médicaux. Et puis, ça, pour moi, c'est absolument pas un problème. Quand les naturopathes, eux, leur champ d'action, c'est plus de la prévention et c'est plus de soulager des défaillances de la santé. Ce que Annie Junot, justement, devant les tribunaux, est en train de vouloir faire valoir, que nous, on fait un travail très distinct des médecins. On a besoin des médecins pour être capable de faire le diagnostic. Nous, on ne veut pas faire ça, des diagnostics. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment traiter la personne dans son ensemble et puis j'ai pas vraiment l'intention de faire ça. Au contraire, je préférais travailler avec un médecin qui ait une visée assez grande pour me référer des clients et qui puisse donc être ouvert aux approches alternatives. Là. Et ben, là, on t'a parlé d'approche intégrative. Tantôt, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi des approches intégratives? Les approches intégratives, c'est en fait quand on vient à intégrer les différents systèmes les uns par rapport aux autres, qu'on comprend que, en fait, quand on est hyper spécialisé, on voit juste ça. Et puis, on n'a pas la vision d'ensemble. Une vision intégrative permet de comprendre l'interrelation entre les différents systèmes, comme par exemple le système nerveux, qui est directement en lien avec le système hormonal et le système immunitaire, ou le cerveau et notre microbiote. On dit souvent que c'est le deuxième cerveau, les intestins. Ah oui, quand en fait, c'est le premier, parce que c'est lui qui s'est développé en premier. Ah oui, c'est vrai? Eh oui! Il était là avant. Il était là avant, donc c'est lui qui a préséance. Intéressant. Et là, on parle donc de notre système de santé qui est pas vraiment, qui va traiter plus la maladie, finalement. C'est pas un système qui va faire en sorte que de miser sur la santé, de prévenir la maladie. Nos médecins, souvent, ne nous connaissent pas. On n'a pas de médecin de famille. Moi, je suis dans cette situation-là où je n'ai pas de médecin de famille. Je ne suis pas la seule. Je pense que toi non plus, tu n'as pas de médecin de famille. Ah non, je l'ai perdu moi aussi en décembre 2021. On est donc nombreux. Est-ce que tu sais combien de gens au Québec qui n'ont pas de médecin de famille? C'est entre 29 et 30 de Québécois n'ont pas de médecin de famille. OK. Et puis, Bon, je ne suis pas exceptionnelle. Le problème, c'est que ce n'est pas juste le médecin de famille, mais c'est aussi le nombre de médecins par habitant. Donc ça, c'est une autre chose très, très importante à considérer parce qu'au Québec, sur les 16 nations, on peut dire qu'on est l'avant-avant-dernier et le Canada, c'est le dernier. OK? Ouch. Alors, la Suède, c'est le deuxième. Ils ont 7,2 médecins par 1000 habitants. Et nous, on a un maigre 2,9 %. Donc, ça veut dire à peu près 2,5 fois moins de médecins Quand tu dis nous, tu parles qu'en du Québec. Suède. Les Québécois ont moins accès à des médecins, 2,5 fois moins qu'en Suède. Et que on a la Belgique, qui est équivalent, dans le fond, au Québec. Là, on pourrait dire, les Belges, c'est génial. Mais là, ici, on a, dans le fond, 6,4 médecins par 1000 habitants. Alors, c'est vraiment aussi presque le double, donc même plus que le double. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que plus ça va, moins on a accès à des soins. Et toi, ce que tu as vécu dans ta situation, c'est qu'on t'a diagnostiqué un cancer. Oui. Et, je vais te laisser nous parler un peu de ça. J'aimerais ça que tu nous expliques, premièrement, comment tu as réagi, puis c'était quoi le contexte dans ta vie à ce moment-là, et qu'est-ce que tu as décidé de faire par la suite? Bien, premièrement, dans ma vie, c'était pendant COVID. J'étais dans une relation... On était donc en 2021. Oui, c'est ça. C'est que là, dans le fond, j'ai eu un diagnostic en août 2021 et on était en plein dedans, là. Puis moi, quand j'ai vu l'oncologue, il m'a dit, je peux rien faire pour toi, il faut attendre et observer parce que tout simplement, c'est pas encore assez développé, tu n'as pas assez de symptômes
pour intervenir. Donc, il ne m'a pas proposé ni chimio, ni radio, ni chirurgie. Selon lui, il n'y avait rien à faire à ce stade-là. À ce stade-là, il n'y avait rien à faire. C'était juste watch and see. Attends d'être plus malade. Oui. OK. Et puis, donc, dans mon cas, je n'ai pas attendu. Dès le lendemain, j'ai pris le taureau par les cornes, étant un taureau aussi. OK. Donc, et puis, j'ai pu, en tant que naturopathe, donc, j'étais bien informé, disons, et puis j'ai demandé à des collègues de confirmer qu'est-ce que je peux faire pour le type de cancer que j'avais. Qui était un cancer de quoi? De la lymphe. OK. Mais spécifique, là, parce qu'il y a genre 34, 37 différents cancers de la lymphe. OK. Et moi, c'était un folliculaire. Et il était de stade 3. Donc, c'est ça, ça prenait à ce moment-là plus... Stade 3, ça veut dire assez avancé? Assez avancé. Donc, ça veut dire qu'il y avait des métastases. Donc, j'avais 3 masses dans le corps. OK. Mais pas dans les os. Alors, quand c'est rendu dans les os, là, ils appellent ça un stade 4. OK. Puis moi, c'était pas dans les os, puis c'était pas dans les organes vitaux non plus. D'accord. C'était toujours au niveau des ganglions. Alors, c'est pour ça qu'il m'a dit, ben là, on va attendre avant de faire un traitement. Puis moi, je n'ai pas attendu. Donc, dès le lendemain, je me suis mis sur un petit programme. Un petit programme. Écoute, tu étais déjà quelqu'un qui prenait sa santé en main. Étant naturopathe, j'imagine que tu n'es pas quelqu'un qui mangeait du fast-food 3 fois par jour. Donc, peux-tu nous parler de ton mode de vie? Puis à ce moment-là, est-ce que tu as été étonné d'apprendre que tu avais un cancer? Ben, pour moi, c'est ça. J'avais déjà, selon mon entourage, un mode de vie assez santé oui merci, là, parce que je fais des activités de sport de plein air presque à tous les jours. Je médite et je fais du Qigong presque à tous les jours aussi. Puis, depuis longtemps? Depuis 30-35 ans. OK. Puis, donc, pour moi, ça fait partie de ma vie. Puis, l'alimentation santé, c'est pas que je mange bien, c'est que je mange très bien. Mais c'était pas encore optimal, disons. Ouais. C'était pas encore optimal parce que j'ai quand même, depuis mon enfance, la dent sucrée. Et puis, donc, j'avais le plaisir d'aller me chercher donc des aliments sucrés. Mais là, j'ai mis ça de côté. Mais tu as coupé complètement le sucre. Complètement. Et puis aussi, les aliments transformés. Donc, c'était juste des aliments faits maison. Comment... couper le sucre, pour moi, c'est quelque chose de vraiment difficile. Moi aussi, je considère que c'est une drogue, le sucre. C'est très difficile. Puis je l'ai coupé complètement pendant que j'étais enceinte. Puis j'avais vraiment des symptômes là, de withdrawal. Je sais de sevrage. Ça. Oui, merci. Désolée pour l'anglicisme. Ça m'impressionnait de voir ça aller. Là. J'étais obsédée. Je pensais juste à ça. Ça était complètement fou. Puis je me regardais aller, puis j'étais comme, waouh, je dormais pas bien les premiers jours. Mais quand je me suis mis à être sevrée, je me suis mis à dormir tellement mieux. Puis là, j'ai fait, waouh, on est vraiment, vraiment... En tout cas, je suis très intoxiquée. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui mange comme une folle, tu sais, du sucre, mais j'en mange. J'ai des fringales de sucre. Ouais. Fait que, pourquoi tu as décidé de couper le sucre en particulier? Est-ce que c'est vraiment l'ennemi numéro 1 à éliminer? Bien, le sucre... Il y a plein de choses qu'il fait dans le corps. C'est sûr qu'il donne de l'énergie. Ça, c'est ce que généralement on a comme information. Oui. Mais il y a sucre et sucre. Là. Il y a des sucres naturels et des sucres aussi qui ont été très, très raffinés, qui n'ont pas du tout le même impact sur le corps. Alors pour moi, j'ai dit tout simplement, je mets tout le sucre de côté parce que je ne veux pas nourrir mes cellules. Même les sucres de fruits, mettons? Même les sucres de fruits. Fait que tu as coupé les fruits de ton alimentation. Oui. Et puis là, j'ai donc mangé plein de légumes. OK. Hein? Ça, c'était correct. Oui. OK. Oui, pas de problème. D'accord. Et puis, j'ai mangé aussi plein de bonnes protéines avec des bons gras, donc pour vraiment avoir tout ce qu'il me faut pour justement nourrir mon corps puis passer à travers cette étape-là qui est importante. Là. Quand on rentre dans cette question-là de l'alimentation, pour moi, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore parce qu'on entend des discours diamétralement opposés. Puis là, on est à l'ère d'Internet, on a accès à l'information. Il y a comme la mode keto, il y a la mode super vegan. On pense à Novak Djokovic, qui ne se dit pas vegan, mais il y a l'alimentation sans viande, sans gluten, sans produits laitiers. C'est quand même le plus grand joueur de tennis de l'histoire de l'humanité, dans mon humble avis. Alors, on peut dire que ça marche pour lui. Il est en santé, ça va bien. Et là, on va avoir des gens qui sont viande seulement, qui vont comme être vraiment plus dans cette école de pensée-là. Alors, on ne sait plus trop quoi penser. En fait, je m'y retrouve plus vraiment. Fait, je me demande comment on navigue là-dedans. Puis qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Pourquoi on entend des discours aussi diamétralement opposés par rapport à l'alimentation?
Bien, pour ce joueur de tennis, c'est génial. Et pour un vegan qui est capable de bien carburer avec des protéines végétales, c'est génial. Mais on a chacun un métabolisme différent. Toi puis moi, on n'a pas du tout la même manière de transformer nos aliments. Et Même c'est si on est des humains, mais on a la même biologie. non, non, C'est c'est pas ça. si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et puis en plus, ça peut changer d'une fois à l'autre. C'est-à-dire que toi, ce qui te convient maintenant, ça ne veut pas dire que ça va te convenir dans un mois, par exemple. C'est quoi les facteurs qui font que ça va changer? Bien, c'est sûr que les facteurs, c'est autant la croissance, le fait d'avoir un bébé dans son ventre ou le fait de l'allaiter. Donc, Les hormones. les hormones, un accident, puis d'être en convalescence. Alors, ça, c'est tous les facteurs que la plupart des nutritionnistes comprennent bien, qu'il faut adapter son alimentation en fonction de ses dépenses énergétiques, puis en fonction de ce qu'on vit. Mhm. Mais au-delà de ça, je dirais aussi que par rapport au stress qu'on vit, on a envie du stress, Ouais. on peut avoir un impact majeur sur notre capacité à bien absorber un aliment Mm. parce que certains aliments peuvent devenir plus intolérants pour nous. Et on doit, à ce moment-là, être finement à l'écoute de ce qui se passe pour voir si cet aliment-là passe bien ou il passe pas bien. Fait Et qu'on est notre... comment je pourrais dire? Notre guide, en fait, c'est à nous d'être à l'écoute de qu'est-ce qui nous fait réagir ou pas. puis c'est ce que j'invite les gens à faire. J'invite les gens à être leur propre spécialiste de leur santé. Comment tu t'y es pris, toi, pour faire ça? Ben, j'ai 35 ans de méditation derrière la cravate, Mhm. que j'ai pas. Mais c'est vraiment ici, l'idée, c'est de plus développer la capacité d'aller à l'intérieur puis de sentir, ah, OK, mon estomac en ce moment, est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il a faim? Il y a des gens qui ne sont pas capables de sentir la faim. Non? Puis il y en a qui ne sont pas capables de sentir l'arrêt de la faim. Mhm. Donc, ils mangent sans fond parce qu'ils ne savent pas savoir Ils c'est ressentent quoi pas la la satiété. satiété. C'est ça. Et puis, il y a la capacité aussi de goûter vraiment. Il y en a qui salent énormément parce qu'ils ne sont pas capables de goûter. Mhm. Ou on est toujours en contact, certainement toi aussi, avec des gens qui se parfument tellement que ça en est inconvenant, mais c'est parce qu'ils ne se sentent pas. Mm. Ils ne sont pas capables Tu penses que c'est ça? d'avoir... C'est une des choses. Un des facteurs qui explique ça, c'est d'être plus à l'écoute de ce qui se passe, puis bon, de développer aussi le sens de l'odorat. Des fois, il peut être, disons, altéré par exemple, le COVID Mm. Mm. Vrai. ou par d'autres problèmes de santé. Donc, Mhm. c'est de revenir à nos sens et de revenir à la capacité intuitivement de sentir qu'est-ce qui est bon pour nous, puis de prendre l'information autour de nous, puis en même temps de voir, OK, ça, est-ce que ça me convient vraiment à moi en ce moment? Mhm. Puis ça peut te convenir dans un moment, puis pas te convenir dans un autre moment. Exactement. Mhm. Est-ce que tu as des intolérances? Moi, j'ai des intolérances, oui, donc les produits laitiers. OK. Et c'est pas au lactose, c'est à la caséine, donc la protéine du lait. Mhm. Et ça fait que je peux pas prendre aucun produit laitier. OK. Puis même chose pour le gluten, là. Au OK. moins que j'en prends, mieux que je me porte. Ouais. Ben le gluten, ça peut être quand même un irritant, je pense, pour bien des gens, là. C'est pas... c'est rare qu'on va voir du monde dire « Allez tous vous bourrer la face de gluten ». C'est des aliments qui vont être plus difficiles à digérer de façon générale. Mais en même temps, c'est ça, on peut voir, par exemple, les Français qui mangent énormément de pain, ça fait partie de leur alimentation, puis ils n'ont pas l'air forcément en mauvaise santé pour autant. C'est là, des fois, je me dis, peut-être que les aliments ne sont pas raffinés de la même façon aussi. Il y a tout ça. Le gluten Et aussi l'hybridation du blé. Donc, c'est comme même chose pour le lait. Donc, le lait, certains pays ont des laits de type A2 avec des vaches qui produisent un lait spécial, donc qui n'est pas comme le nôtre, et c'est moins allergisant. J'ai un secret à vous confier, il faut que je vous parle de ça ici. Ça s'appelle le bracelet de performance CM2 et c'est des ondes électromagnétiques pulsées. Je l'ai essayé en étant un peu sceptique au début, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. Quand on l'achète, on a 30 jours pour l'essayer. Si on n'est pas satisfait, on nous rembourse. Donc, moi, ça m'a convaincue de l'essayer. La raison pour laquelle j'avais envie de l'essayer, c'est parce que j'étais
fatiguée, une fatigue lourde. Je suis beaucoup sur mon ordinateur, puis je finis par être un peu comme dans le brouillard, brain fogged. Et ça m'a vraiment aidé dans mon énergie. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet une meilleure circulation du sang et ça va désagglomérer les globules rouges, favoriser l'élimination des toxines. Pour les gens qui ont des problèmes inflammatoires, de douleurs chroniques aussi, ça aide vraiment beaucoup. Et c'est là que j'ai été convaincue de vous en parler. C'est le jour où ma mère l'a essayé. Ma mère est venue ici, elle était coincée dans le dos, puis elle me disait, je sais pas comment je vais y arriver. Elle venait pour m'aider avec les enfants, puis elle dit, je suis pas capable de me pencher. Puis je lui dis, ah ben, essaie ça, il paraît que ça aide pour les douleurs. 10 minutes après, elle m'a dit, Hello, j'en reviens pas, j'ai plus mal. Puis là, je dis, mais calme-toi, maman, ça doit être l'effet placebo. Elle l'a gardé toute la journée, tout le lendemain, et c'était terminé. Elle avait presque plus aucune douleur, alors qu'elle était complètement paralysée. Et finalement, vous comprendrez qu'elle en a un maintenant, elle ne peut plus s'en passer. Alors, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Ça vaut la peine, du moins, si vous êtes quelqu'un à qui ça pourrait bénéficier. J'avais envie de vous partager ce grand secret, cette grande révélation dans ma vie, ces ondes électromagnétiques pulsées. Alors, ça s'appelle le bracelet de performance et vous pouvez le trouver dans ma boutique sur mon site hellovesavoir.com. Et puis que c'est important de voir que certains pays tolèrent mieux les produits laitiers que d'autres, comme les Chinois. Oublie ça, là. Oublie ça. Je pense que c'est 92% qui sont intolérants. C'est ça. Puis, tandis que les Caucasiens ont plus la possibilité, donc, pour la plupart, donc, de tolérer les produits laitiers. Mm-hmm. Et donc, ça dépend. Au-delà de la race d'origine, donc, il y a cette capacité, justement, nous-mêmes, à tolérer un aliment ou non, en fonction aussi de notre microbiote et en fonction de la qualité de notre intestin. Oui. Puis comme tu dis, ça change partout, dépendamment de où on vit, le microbiote. Et le stress, le fameux stress qui a un impact extrêmement important sur notre microbiote, sur notre capacité digestive. En mangeant en pleine conscience, je dis que jusqu'à 30% de notre capacité enzymatique et d'absorption est améliorée. 30% quand même. Puis quand tu donc, dis ça veut dire que quand tu manges, tu peux prendre le meilleur aliment au monde, mais si tu n'es pas consciente, ça veut dire que tu ne l'absorbes pas nécessairement bien, donc tu ne l'utilises pas complètement. Fait que l'importance de vraiment être conscient de ce qu'on mange, d'avoir de la gratitude, de bénir notre nourriture, de dire merci, tout ça, ça fait une différence sur comment on l'assimile. Exactement. Puis ça, c'est prouvé? Ou... Oui. Ah ouais? Donc, qu'on a une meilleure... Parce qu'au niveau enzymatique, dès que tu es stressé, tu as moins de sucre gastrique, donc tu as moins d'enzymes, donc tu as moins la capacité de le digérer. Alors, ça a un rapport direct. C'est intéressant parce que ça explique pourquoi, quand on est stressé, il y a des gens qui, comme moi, vont pas être capables de manger si je suis stressée, et d'autres qui vont... Mais ça a un impact sur l'appétit, où il y en a d'autres qui vont se mettre à manger comme parce qu'ils sont stressés. Mais c'est intéressant de voir que, évidemment, ton système digestif est affecté par ton stress, carrément. C'est directement proportionnel. Incroyable. Donc là, quand on t'a diagnostiqué un cancer, quelqu'un qui a été naturopathe, qui a mangé sainement toute sa vie, qui fait de la méditation, il y a comme une partie de toi qui a peut-être eu envie de rejeter ce diagnostic-là. Est-ce que tu t'es dit, mon Dieu, mais tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien? Est-ce que tu es tombé un peu dans cette mentalité-là? Non, pour moi, c'était comme plus... C'était comme... OK, j'étais étonné, évidemment, d'avoir ce diagnostic-là. Mais en même temps, en me replongeant dans le contexte où j'étais, j'ai dit, oui, c'était dans un environnement toxique, dans une relation toxique, et dans une période très difficile avec le confinement COVID. Donc, c'est comme tout ce contexte-là qui a pu faire que la goutte a débordé le vase. Donc, dans le fond, que j'avais plein de choses qui étaient en dessous, donc profondément dans l'eau, le iceberg, on voyait juste sa tête, mais dans le fond, il y avait beaucoup de choses que cette compagne-là, à l'époque, m'a fait popper dans la face, puis que j'ai dû faire face, donc justement, à régler des choses que je pensais régler depuis longtemps, puis qu'il n'était pas. Elle a été finalement le déclencheur. Elle a été le déclencheur, et je peux même la remercier maintenant, donc parce que dans le fond, non seulement je me pardonne d'être resté dans cette relation, mais aussi je peux même lui dire, oui, c'est grâce à elle que j'ai pu régler des choses profondément en moi. Donc, c'est comme la maladie, parfois, est une solution à un problème de santé plus grave. Donc, dans ce cas-ci, moi, c'était la négation de mon essence, de qui j'étais. Alors, une personne intègre qui n'est pas courailleux, qui est vraiment
comme bienveillant et qui est empathique. Et puis, donc, tout ça était toujours remis en question avec elle. Mm. Puis, donc, pour moi, c'est ça. C'était très difficile de rester dans mon intégrité. Mhm. Puis, c'est pour moi clairement ça qui a fait que ça l'a été vers un cancer, oui. Un cancer de la lymphe en particulier, Ça, c'est intéressant qui est le parce système immunitaire, mais en circulation. Donc, c'est... qu'au niveau de la circulation, Ouais. tu parles de ton essence, c'est comme la lymphe, c'est intéressant quand même comment... Finalement, tu sais, on parle des fois de la psychosomatisation, puis je sais pas s'il y a des gens qui nient encore l'existence de ça, mais finalement, on réalise que c'est vraiment... Nos émotions peuvent se traduire si on n'a pas été canalisées comme il faut, comment ça se traduit en maladie dans notre corps. Ouais, et puis, mon maître de méditation disait tout ce qu'on réprime s'imprime, tout ce qu'on embrasse s'efface. Hmm. Et donc, à force de vouloir cacher des choses, à force de vouloir nier, Oui. de réprimer des choses, à un moment donné, tôt ou tard, ça nous ressort d'en face. C'est ça, c'est que ça nous rattrape au détour. Mais tu sais, j'imagine que tu es quelqu'un, bon, si tu es rentré dans une démarche tu sais, tu parles de méditation pendant 35 ans, tu étais dans une démarche donc de travail sur soi, j'imagine que tu connaissais tes blessures, tes patterns relationnels, tes blessures d'enfance, tu te connais, mais malgré tout, tu arrives à ce stade où tu fais, OK, ben malgré tout, là c'est pas encore assez, il faut que j'en fasse plus, il faut que je me soigne moi-même d'un cancer. Tu sais, je connais des gens qui ont passé par là, puis des gens qui ont dit, OK, je fais pas la chimio, puis je vais aller à l'écoute de ce cancer-là, qui en sont quand même morts. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu penses de ça, ceux qui ont essayé d'être vraiment à l'écoute, qui sont rentrés à fond, qui ont été faire de l'ayahuasca au Pérou, ou qui ont fait de la thérapie intense, mais malgré tout, le cancer a eu raison d'eux. Comment ça que toi, ça a fonctionné? Ben, premièrement, je ne me suis pas mis dans une position de victime, je ne me suis pas culpabilisé. J'ai plutôt pris responsabilité de ce qui se passait, donc étymologiquement parlant, donc c'est vraiment la capacité de able to respond, donc capable de répondre à la situation. Mhm. Puis pour moi, c'est comme, c'est pas tout le monde nécessairement qui vient à monter l'Everest lorsqu'il s'entraîne, mais lorsqu'il se prépare, lorsqu'il s'entraîne, c'est ça qu'il va faire, qu'il va peut-être pouvoir le monter si la température est favorable à partir du camp de base, mais que dans le fond, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Mhm. Ça veut juste dire que tu as fait les efforts pour justement entreprendre la démarche et que de toute façon, ça va juste améliorer ta qualité de vie. De toute façon, ça va faire que tu vas être plus en santé. Et même si tu en meurs, c'est-à-dire Oui. tu vas avoir réglé des choses par rapport à ta charge émotive, tu vas avoir pardonné. Il y a tellement de choses qui peuvent être guérissantes pour l'entourage aussi. Mhm. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis finalement, tu dirais, bon, combien de temps ça t'a pris de te guérir de ton cancer? Ben, on appelle de ça une rémission, pas une Oui. guérison. Oui. Donc, dans le langage médical, ça m'a pris 6 mois Quand même. à partir du moment où j'ai commencé le protocole. Tu as été suivi en oncologie. J'ai été suivi en oncologie, mais il n'y avait rien à me proposer. OK. Donc, Fait que il faisait juste te suivre. il faisait juste me suivre. Donc, OK. ça veut dire que aux 6 mois, je le voyais. C'était d'abord aux 3 mois, je pense. Ouais. Et puis après ça, donc, on voyait avec les bilans sanguins, on voyait avec la grosseur des masses, que j'en ai toujours une d'ailleurs sous l'aisselle, mais OK. elle est juste, elle n'a pas grossi. Donc, elle est toujours tranquillos. OK. Et puis l'idée ici, c'est que, dans le fond, moi, j'ai fait toute une démarche qui a été vraiment profonde, autant en psychothérapie avec médecine énergétique, autant avec le dialogue avec les cellules, donc de parler à mes cellules dans une méditation guidée Hmm. où je pouvais demander à mes cellules malades qu'est-ce qu'elles avaient besoin. Puis elle te répondait? Elles me répondaient pas avec une bouche, là, OK. En méditation, finalement, tu étais à l'écoute de ça. en méditation. Donc, c'était parfois des flashs d'images, parfois, surtout parce que je suis plus kinesthésique, donc des sensations dans mon corps, des choses que je devais faire. Puis ça t'a vraiment guidé. Ça m'a guidé pour revenir sur mon X. Donc, souvent, donc, le fait de s'éloigner de sa mission de vie, de s'éloigner de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait vibrer, lorsqu'on s'en éloigne, donc on peut se faire brasser, mettons, par la vie, puis la maladie est une de ces façons-là. Elle peut brasser pas mal, oui. Elle peut brasser pas mal, puis c'est pas parce que
on n'a pas réussi à rentrer en rémission, que c'est un échec pour autant. Ça, c'est très important. C'est important ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivraient comme un échec. Tu sais, c'est comme de se dire, pardon, j'ai mis tous les facteurs de mon côté. J'ai été une personne en santé toute ma vie. J'ai pas fumé, j'ai pas pris de café. Tu sais, il y a vraiment des gens que je connais là, qui étaient à fond dans les produits naturels, des granolas. Mais malgré tout, ils sont morts d'un triple cancer. Puis tu fais comme, mais d'un point de vue extérieur, tu te dis, ben d'abord, pourquoi qu'on. Je comprends rien. Ça fait Quoi pas de bon? sens. À quoi bon? Oui, c'est ça. Ça amène un peu là. Oui. Moi, je dirais plutôt que c'est comme si tu t'entraînes puis si tu t'équipes, tu as des bonnes chances de pouvoir monter ton Everest à montagne. Mais si tu le fais pas, tu n'y arriveras jamais. T'es bien sûr que tu y arriveras pas. T'es sûr que tu n'y arriveras jamais. Oui. Donc, c'est comme, pour moi, c'est de mettre toutes les chances de son bord pour améliorer ton état de santé de toute façon. Oui. Et au final, l'objectif de rentrer en mission de cancer, ça ne nous appartient pas, c'est pas dans nos mains. Il y a quelque chose de plus grand, finalement. Il y a quelque chose de plus grand que nous, donc parfois, ça peut avoir un rôle vraiment par rapport à notre communauté, notre famille. Donc, il y a vraiment des choses qu'on ne comprend pas qui sont, c'est ça qui nous dépasse. Ça a été quoi les piliers pour toi que tu as transformé pour... tu parlais de 4 piliers tantôt. Oui, mais en fait, c'est vraiment avec l'approche de Kelly A. Turner. Je recommande à tout le monde de lire ce livre-là, même s'ils n'ont pas de cancer. Là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rémission radicale. OK. Donc, radical pour racine. Pas radical pour « hey, je vais aller tuer quelqu'un ». Oui, d'accord. Mais c'est plutôt aller à la racine, donc, et puis aller aux causes de la problématique. Okay. Et puis, elle a fait une petite étude à travers le monde, puis elle a été interviewée des gens atteints de cancer. Souvent des cancers qui étaient fatals et que la médecine ne pouvait rien faire. Et elle a demandé à ces patients-là, mais qu'est-ce que vous avez fait pour rentrer en rémission? Et puis, ces gens-là arrivaient avec tant de facteurs, mais il y en a 10 qui étaient toujours communs à tout le monde. Okay. 10. Et de ces 10 facteurs-là, il y en a 7 qui concernent l'esprit. Wow. Donc, ça veut dire que c'est pas juste de s'occuper de son alimentation. C'est pas assez. C'est pas juste de s'occuper de son activité physique. Faisait partie. L'alimentation en fait partie, l'activité physique en fait partie, de même que prendre des plantes et des suppléments. Mais ça, c'est juste l'aspect physique. Il y en a 7 autres facteurs qui sont extrêmement importants, dont justement devenir l'acteur principal de sa propre santé. Et de faire du ménage par rapport aux émotions négatives, donc tout ce qui a été refoulé, justement, de pouvoir augmenter donc ces émotions ou ces sentiments positifs, d'avoir une bonne raison de vivre. C'est assez important, hein? Vraiment. Et puis aussi d'avoir un bon tissu social. Donc, ça fait partie des éléments essentiels. Ce qui a été désagrégé pas à peu près en 2021. Il y en a plein qui ont tout fait sur le plan de base pour être en santé, mais c'est ça, il y avait encore autre chose. Puis, même si on fait tous les aspects, les 10, on peut quand même mourir d'un cancer. Oui, c'est ça. Il ne faut pas penser que c'est une recette magique, là. Non, c'est juste que si on le fait, c'est comme si on s'entraînait pour être plus en santé, puis oui, mettre plus les chances de son bord pour pouvoir rentrer en rémission. Mais c'est intéressant quand même qu'il y ait cette cause qui ne soit pas forcément physique, mais plus psychologique, parce que ça démontre à quel point c'est un aspect important de la santé globale. Moi, c'est quelque chose que j'ai dénoncé beaucoup pendant la crise COVID, c'est à quel point on nous disait de se donner une petite tape dans le dos, puis continuer de ne pas avoir de vie sociale, continuer de ne pas enterrer nos proches, de ne pas assister au baptême de nos petits qui naissent. Ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est comme si c'était pas important, que c'était pas une dimension intégrante de l'être humain, la vie sociale, tout l'aspect psychologique, à quel point les gens en ont souffert. Puis il y a eu de la maladie qui en a résulté aussi. Il ne faut pas se leurrer, c'est ça qui arrive, c'est que ça va mener à une société plus malade si on s'appauvrit psychologiquement puis au niveau de nos émotions. En tout cas, moi, je pense qu'on l'a tout observé. Là. Les gens sont tombés bien plus malades. Puis je ne suis pas si sûre que ça, que c'est juste à cause de la transmission virale COVID-19. Mais tu parles de supplémentation. Qu'est-ce que tu es allé chercher pour te supplémenter? Bien, moi, j'ai été avec des suppléments qui étaient ciblés pour le type de cancer que j'avais. OK. Donc, un lymphome folliculaire. Et puis, c'était... pour moi, donc, des suppléments même que j'ai fait venir à grands frais d'Europe qu'on ne trouvait pas ici. Puis,
des injections de vitamine C aussi, où j'ai dû... C'est légal, ça? C'est illégal au Québec, OK, mais fait que j'ai dû donc avoir ces injections ailleurs où justement c'était légal, comme en Ontario ou aux États-Unis. Donc, c'est légal juste en Ontario et aux États-Unis, mais nous, on peut pas avoir de la vitamine C par injection. C'est ça. Donc, OK. ça, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a une science au Québec, mais elle ne s'applique pas lorsque toutes les études scientifiques de l'extérieur du Québec, souvent, ne sont pas prises en compte. Ah, OK. Donc, c'est comme C'est débile. l'Institut Riordan aux États-Unis, a pu euh, traiter plus de 10 000 patients. C'est là que tu es allé pour tes injections? Non. Non, OK, mais Mais ça, c'est documenté. Mhm. Où, donc, pour la vitamine C injectable à haute dose, OK. il y a eu des résultats très importants. On ne Mhm. parle pas de guérison, encore une fois, mais donc de rémission ou à tout le moins d'amélioration de la santé. OK. Puis ça, est-ce que tu as montré ça à des médecins ou oncologues ici? Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai fait ces études-là, ces recherches-là, je l'ai montré à mon médecin de famille. Puis, Que tu quand, avais à cette que époque-là. j'avais, c'est ça, parce que j'ai perdu mon médecin de famille plus tard, mais au début, donc je lui ai montré, puis elle a dit, ah, c'est génial, c'est vraiment, j'aimerais pouvoir te la prescrire, mais j'ai pas le droit. Elle n'avait pas le droit. Parce que le Collège des médecins, donc, ne permet pas de prescrire quelque chose qui n'est pas considéré comme scientifique dans leur Bible à eux. Dans leur Bible, c'est ça, parce que c'est très localisé, parce qu'il y a d'autres places où c'est admis finalement que ça fonctionne. Tout à fait. Mais pas dans le Collège des médecins du Québec. Pas au Québec. Puis Au Québec, eux, ils font ça au nom on de- est une société distincte. Ah oui, on est vraiment une société distincte. Hein. Et pas toujours dans le bon sens du terme. Et le Collège des médecins le fait comment je pourrais dire, c'est par protection de la population qui font ça. Ben, C'est pour nous protéger. c'est vraiment, ici, le Collège des médecins a pour mission, effectivement, de protéger le public. Mhm. Mais le fait qu'il y ait une restriction dans la possibilité d'aller consulter d'autres professionnels Ouais. au Québec, hein, c'est pas pour rien qu'on a de la difficulté à avoir une légalité de la naturopathie et d'autres approches intégratives, c'est parce qu'il y a des bâtons dans les roues Ouais. pour que ces approches-là puissent être reconnues légalement et qu'on puisse donc travailler ensemble avec... moi, ça serait tout à fait parfait pour moi de travailler avec un médecin qui fait le diagnostic. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire les diagnostics. C'est ça, travailler main dans la main au lieu de se voir comme des J'en fais pas, menaces puis mutuelles. je ne veux pas prescrire des médicaments non plus. C'est Non. pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment de ramener les facteurs naturels de santé et de prévenir les défaillances, les dérèglements de la santé. Donc, Mhm. c'est ça qu'Annie Junot est en train de défendre Ouais, en c'est ça. cours présentement. Mais tu parles, dans le fond, c'est ça, c'est comme, c'est de mettre le focus sur la santé au lieu de mettre le focus sur la maladie. Là, on t'a dit, t'es pas assez malade, tu reviendras nous voir quand tu auras des métastases partout, tu sais. Alors que une approche, même à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est comme ça que les médecins procédaient. Les médecins connaissaient nos dossiers, connaissaient notre famille, nos antécédents, nos situations qu'on vivait. Moi, je l'ai vécu avec mon médecin de famille, j'en ai plus, mais j'en avais un avant de déménager. Puis, tu sais, je vivais une épreuve très difficile à ce moment-là. Ma mère était inquiète pour moi. Elle m'a dit qu'elle voulait que j'aille voir mon médecin. Puis, elle dit, parle-y quand même d'antidépresseurs. Moi, j'étais pas du tout ouverte à ça. Mais j'en ai parlé. Puis, il m'a dit, Héloïse, avec ce que tu traverses, n'importe qui serait complètement à terre avec tous les symptômes de burn-out que tu montres en ce moment parce que tu traverses une épreuve, tu sais. Puis il m'a pas prescrit à ce moment-là, donc d'antidépresseurs, il m'a dit, moi, je pense que tu devrais juste aller voir un psychologue pour avoir un support psychologique pour traverser ton épreuve en ce moment. Puis j'ai vraiment apprécié ça parce que je me disais, justement, ça devrait être ça, la médecine. Ça devrait être pas systématiquement un petit papier, va chercher tes médicaments, un petit plaster sur le bobo, puis on n'en parle plus. Mais je trouve que c'est de moins en moins comme ça, mais fut un temps où la médecine était comme ça. Oui, mais c'est l'offre et la demande. Hein. Ça dépend si justement la population demande une solution facile, et c'est malheureusement le cas de plus en plus. C'est souvent la population qui demande ça. Le système est fait aussi que Le ça système va est fait arracher. pour que, effectivement, maintenant, si tu es un médecin de famille, ben, si tu veux aborder tes problèmes de santé, c'est juste un à la fois parce que tu as juste 15 minutes, là. C'est ça, c'est l'un en arrière de l'autre, là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est aussi un système, mais c'est en même temps un mode de consommation où on a tendance
à vouloir comme plus aller trouver une solution rapide, facile, sans faire d'effort. Oui. Donc ici, on consomme un médicament, on consomme même un supplément naturel, et puis on ne fait pas vraiment d'effort pour transformer son mode de vie qui est la base. Alors moi, j'invite les gens plutôt à faire un petit changement à la fois. Si pour eux, c'est une montagne que de tout, comme tout voir en même temps, ben c'est juste de faire un petit changement dans leur vie en ce moment. Comme par exemple, le fait de manger suffisamment de protéines puis de boire assez d'eau, puis de bouger un peu. Juste ça, ça peut faire une grosse différence dans leur vie. Très grosse. Parce que les gens font le chameau. J'ai beaucoup de clients là, qui ne boivent pas, qui boivent absolument pas. Et après ça, ils sont étonnés qu'ils ont plein de problèmes de santé. Mais c'est sûr qu'à la base... L'eau, c'est pas mal la fondation de la vie. C'est assez important. On parle d'alimentation, on parle de manger bio, mais on ne peut pas contrôler non plus la pauvreté des sols. Là, c'est ça, là, je voudrais bien manger bio, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est tombé sur les produits pendant que... Tu sais, l'agriculteur peut dire, OK, mon sol, il n'y a pas de pesticides dessus, mais il ne contrôle pas forcément la pollution dans l'air. Non. Est-ce que c'est nécessaire de supplémenter son alimentation? Moi, je dirais que de plus en plus, oui, parce que les sols sont tellement appauvris et le biologique ne garantit pas qu'il y ait plus de nutriments dans les aliments. Ça fait juste garantir presque à 100% qu'il n'y ait pas de pesticides. C'est ça. Parce que, encore une fois, il y a l'air comme contaminant, mais à moins qu'ils fassent pousser ça dans les serres. Les pluies aussi qui sont plus acides. En plus, c'est ça. Donc l'eau dans le sol, effectivement. Mais c'est vraiment ici de mettre toutes les chances de son bord. Puis oui, moi, je recommande d'aller chercher certains suppléments de base pour s'assurer qu'on ait justement ce dont on a besoin quotidiennement dans notre journée et d'aller chercher des super aliments aussi. Comme? Des super aliments comme le kale. Ah, le kale. Il est tellement à la mode, le kale. Mais ça pousse comme du chien dent. C'est facile à faire pousser. Tout à fait. Ouais. C'était résistant jusque tard dans la saison. Vraiment, c'est ça. Au gel, il n'y a pas moyen de tuer ça. C'est comme du persil. Puis, c'est bon pourquoi le kale? Ben, en fait, c'est un super aliment parce que c'est d'abord une très grande source de minéraux. Mais il y a aussi des vitamines, il y a aussi évidemment des fibres. Donc, il y a beaucoup de nutriments qu'on n'arrive pas à trouver dans tous les légumes. Alors, c'est pour ça que j'invite donc les gens à aller se chercher du kale. Mais encore une fois, ça va dépendre du sol. C'est ça, parce que nos sols sont appauvris. Oui. C'est ça la situation des sols présentement. Donc, les suppléments à ce moment-là, comme multivitamines, minéraux, c'est une bonne idée. Puis toi, tu dirais, mettons, ce qu'on veut supplémenter parce qu'on peut supplémenter à l'infini, là. Ce serait quoi les fondations pour avoir une bonne supplémentation? Je suis nouvelle là-dedans, ça m'énerve un peu de supplémenter. Je suis consciente que c'est nécessaire, mais de me dire qu'à tous les jours, il faut que je prenne des suppléments, ça m'énerve un peu. Mais je prends de plus en plus conscience à quel point, même si j'essaie de manger sainement, qu'il manque quelque chose dans mon alimentation. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais comme supplément? Une bonne multivitamine minéraux à la base. Et puis aussi des oméga-3. C'est très rare que les gens prennent suffisamment de poisson. C'est surtout le poisson qui est une bonne source bien absorbable parce que oui, on en a dans le lin, mais on manque souvent de vitamines et minéraux, les cofacteurs et les coenzymes, pour être capable de le transformer dans une forme que le corps est capable d'utiliser. Je comprends. Donc là, c'est important d'avoir à ce moment-là une source qui est déjà prête à l'emploi, comme on dit, et qui est plus du poisson. Et puis, sinon, des algues, à tout le moins pour les véganes. Donc, aller chercher... beaucoup partie de notre alimentation. Aller chercher du DHA d'algues. Donc, au moins, les oméga-3 spécifiques qu'on peut trouver dans les algues. Et donc, aussi, d'aller chercher l'hiver, particulièrement la fameuse vitamine D. Oui, c'est ça. Et moi, j'en prends l'année. Parce que ça, c'est très important. Même si j'ai cessé tout mon gros protocole après 6 mois, j'ai toujours continué la vitamine D. Tu l'avais intégrée à ce moment-là dans ton protocole? Non, elle était déjà là, mais là, on ne parlait plus de petites doses. Non, c'est ça. De méga-doses. OK. Tout comme pour la vitamine C injectable, c'était jusqu'à 50 grammes à la fois. Tabarouette. Donc, 50 000 milligrammes injectés. Et... Ça fait du mal? Non. OK. Et puis, la vitamine D, donc c'est sûr qu'un dosage de 1000 UI, c'est pour l'été, par exemple. Ça, c'est
Puis l'hiver, c'est plus, Santé Canada recommande plus maintenant jusqu'à 2500, d'où le fait qu'il y en a à 2500 UI. Mais moi, je pouvais aller jusqu'à 10 000 par jour pendant des semaines, sinon mois. Et puis, j'avais un peu triché, là. Mon oncologue n'aimait pas ça. La vitamine D, ça n'avait aucun rapport avec le cancer pour lui. Moi, je le sais qu'il y a un lien très important. Alors donc, je m'organisais pour qu'il puisse être testé. Et puis, donc, j'ai pu voir que la vitamine D, pour qu'elle remonte dans des seuils optimaux, je devais prendre jusqu'à 10 000 UI par jour. Puis tu voyais dans les résultats des tests que tu faisais Que ça avait un impact majeur et que ça pouvait donc effectivement revenir, non pas à la norme, parce que la norme, c'est plus pour la moyenne de la population qui est malade, mais plus pour des optimales de santé. Je comprends. Donc, vitamine D, bien sûr, parce qu'on est dans un pays nordique, c'est un peu plus important de supplémenter avec de la vitamine D. Tu parles de super aliments, puis là, on parle aussi de nourriture, prendre soin de notre microbiote. J'ai reçu Geneviève Labonté-Chartrand qui, elle, parle beaucoup de bouillon de poulet au matin, des gras qui sont comme des avocats. Puis là, après, là, je me pose la question, on mange-tu plus local? Parce que les avocats viennent de loin. Puis là, en plus, il y a comme tout un cartel au Mexique. Il y a des avocats, il y a des histoires d'horreur de gens qui se font tuer pour... c'est épouvantable, là, sur les avocats. Fait que là, avoir une conscience autour de ce qu'on mange, est-ce que je suis mieux d'éliminer l'avocat de ma vie parce que je sais que la culture est pas saine ou mais c'est bon pour ma santé? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça devient, même ça, là, ça devient difficile. Plus on est conscient de faire des choix. Oui. Je vais faire un parallèle avec ça. J'ai du sang amérindien et puis pour moi, c'est très important d'honorer la nourriture qu'on mange, l'animal qu'on a tué ou qui a été tué pour nous. Et donc, d'avoir de la gratitude dans notre assiette pour ce qui est là, y compris ton avocat qui vient du Mexique. Et puis, je m'explique, on ne fait pas exprès de commander un avocat d'une ferme où on sait qu'il y a de la maltraitance, mais plutôt de favoriser autant possible, autant que se peut, le local d'abord, mais donc l'hiver, d'aller plus vers du biologique et puis où on a plus de capacité de savoir donc si cet avocat a été équitable et human, je dirais même, par rapport au fait de, pas juste financièrement équitable, mais aussi par rapport à tout ce qui... Le facteur humain. Le facteur humain, voilà. Ça, c'est très important aussi, mais moi, je l'intègre dans manger en pleine conscience, le fait d'honorer ce qui est dans notre assiette et puis d'arrêter de penser que on va pouvoir, à un moment donné, atteindre une alimentation idéale qui ne va pas blesser personne. Parce que dans notre vie, il y a toujours, à ce moment-là, quelqu'un dans la chaîne alimentaire qui s'est sacrifié pour quelqu'un d'autre. Et les Amérindiens l'ont bien compris pour ça, donc de respecter l'animal qui a été abattu pour pouvoir le manger et s'en nourrir. Et de vraiment donc honorer cette chaîne d'approvisionnement. Donc, tous les humains qui ont permis à ce que ton avocat aboutisse dans ton assiette. Oui, finalement, quand tu dis manger en pleine conscience, c'est prendre le temps d'avoir de la gratitude pour chaque étape de l'aliment qui est arrivé dans ton assiette. Tout à fait. Puis, on ne peut pas arriver à une alimentation qui est idéale et qui, effectivement... divine, finalement. Oui, c'est ça. C'est sain quand on mange. Oui, là, on va attendre d'être dans un autre plan pour ça. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est d'enlever la culpabilité de l'alimentation. Exactement. D'enlever la culpabilité et d'amener plutôt le plaisir, justement, de manger des aliments le plus possible sains, évidemment, mais sans aussi se juger par rapport à nos quelques chips qu'on aime manger, mais les manger en pleine conscience, les savourer vraiment. Pas aller dans l'excès. Pas aller dans l'excès, puis bon, pour certains naturopathes, je vais trop loin de ce côté-là, mais pour moi, je m'en fous. L'important, c'est vraiment de transformer sa relation aux aliments. Mais je pense que la science supporte de plus en plus, on parle de physique quantique, tout ça supporte de plus en plus que donner une intention, finalement, à quelque chose peut avoir un impact sur son essence, finalement. Donc, j'imagine que c'est pas pour rien qu'on bénit la nourriture depuis si longtemps, c'est qu'il y a un rapport qui s'installe entre l'humain et la nourriture. Puis, tu sais, je pense que même si tu nourris un aliment qui n'est pas nécessairement, par définition, sain, il peut quand même te faire du bien si tu l'apprécies pendant que tu le manges. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? Oui, on peut manger une frite avec plaisir et délectation, même si c'est de la bouffe qui vient d'une grande chaîne de restauration rapide. Ouais. Et l'important, c'est premièrement que ce ne soit pas tout le temps ça.
Ouais, que c'est ce ça. soit l'exception. Et deuxièmement, que justement, on soit dans cette attitude de bienveillance envers soi, pas de jugement. Ouais, c'est Puis ça. de s'accueillir là-dedans, puis de répondre à la faim du cœur, qui a besoin parfois d'un aliment réconfort. Mhm, Et puis, ça fait partie de la santé aussi. mhm. Donc, de considérer le tout plutôt que d'être rigide puis de manger sa carotte biodynamique puis qu'elle passe tout croche puis Ouais, qu'on n'arrive pas finalement à bien bénéficier de ce qu'elle peut nous donner parce qu'on est trop dans un esprit rigide. ouais, je comprends. Puis je dirais qui est pas bon pour nous, Mhm. pour notre La esprit. mentalité régime, là, tu sais, de devoir vraiment comme se priver, puis s'auto-flageller, on n'est pas assez bon, c'est Je suis certain. anti-régime, donc Mhm. que ce soit des approches alimentaires rigides ou que ce soit pour maigrir, donc le poids santé, ça c'est un autre sujet, les grossophobes vont m'aimer. Et puis, donc c'est vraiment ici, d'ailleurs j'ai déjà été rondouillet quand j'étais Ah petit. ouais, t'as pas l'air Et de quelqu'un qui a eu ça. j'en ai des stigmates T'as des encore sur le stigmates de corps. rondouillet. Oui, c'est ça, des vergetures. Ah Et ouais? c'est ça, c'est comme, j'en ai pas contre aucune personne qui est en surpoids. Au contraire, je sais que ça peut être très souffrant Mhm. de faire rire de soi et d'être toujours pointé du doigt. Mais vraiment ici, de s'accueillir dans tout l'amour qu'on peut avoir pour soi. Mhm. Et ça peut être des fois le plus difficile. C'est clair, Justement, certainement. et puis de se donner des aliments qui sont des fois pas dans la case santé, Ouais, ouais, c'est mais ça. qui nous fassent du bien. Mhm. Et sans excès, donc C'est juste ça. les savourer en pleine conscience et, si possible, en bonne compagnie. Eh oui, ça aide. Et on parle des facteurs qu'on contrôle pas parce que là, tu sais, tu as fait ce que tu avais à faire pour reprendre ta santé en main, mais il y a aussi tout le monde de toxicité dans lequel on vit, sur lequel on n'a pas de contrôle, que ce soit, on parlait de la pollution de l'air, la pollution par les ondes. Moi, je me suis mis à m'intéresser vraiment beaucoup à ça l'année dernière. J'avais reçu Christian-Marc Gendron, qui est le porte-parole des électrosensibles du Québec. On a, il est arrivé ici avec ses appareils, puis il mesurait dans la chambre du bébé. Puis mon Dieu, il y avait beaucoup, beaucoup de fréquences. Là, on a comme débranché les moniteurs, on a débranché plein d'affaires, parce que le Bluetooth est vraiment comme le Bluetooth, les ondes cellulaires, le Wi-Fi. Il y a tellement d'hygiène à avoir autour de ça, mais il y a comme il y a aussi ce qu'on contrôle pas. Qu'est-ce que tu fais de ça? Y a-tu des outils que tu vas chercher à gauche, à droite pour essayer de pallier à la toxicité du monde dans lequel on vit? On est dans un monde toxique, mais en même temps, on peut augmenter notre niveau vibratoire, on peut augmenter notre qualité de santé pour faire en sorte que ça coule comme sur l'eau d'un canard, je Mm. dirais. Ça dépend toujours de notre vitalité. Alors, une personne qui est intoxiquée aux métaux lourds, une personne qui a été exposée aux produits chimiques, une personne qui a travaillé avec de l'informatique et de l'électronique de haut niveau, peut être susceptible justement de développer l'électro-hypersensibilité parce qu'on est tous électrosensibles. Là, Ouais. on met le doigt dans la prise de courant puis on va tous avoir un choc. Oui. Mais c'est ça l'idée, c'est de penser que on est dans un monde toxique. C'est Mhm. clair. Et puis, qu'on le veuille pas, maintenant, c'est de travailler sur ce sur quoi on a du pouvoir. Et on Exactement. a du pouvoir sur justement qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, qu'est-ce qu'on met dans notre esprit aussi, Ouais. comme information. Ouais. Et puis de vraiment augmenter son taux vibratoire pour être moins justement affecté par, entre autres, l'électrosensibilité. Mhm. Puis en même temps, ben, ça n'empêche pas qu'on peut aussi s'équiper de petits appareils, comme moi j'en ai un sur moi. Mhm. Donc Qu'est-ce que ça CM. fait exactement? Ça émet des ondes? C'est un oscillateur magnétique, donc qui fait que, dans le fond, ça fonctionne passivement ou ça me permet de rester dans mon taux vibratoire. Parfait. Pas affecté autant, disons, parce que Ouais. quand même, il y en a qui fessent, là. Mhm. Quand on est à côté Un pylône d'un électrique. pylône électrique, c'est sûr que ça fesse. Ouais. Et puis, même chose pour une tour 5G. de 5G. Mhm. Alors, c'est sûr que on peut se prémunir C'est ça. avec ces outils-là, mais on n'a pas de contrôle sur tout, dont Non, mais l'environnement. il y a au moins des outils qui existent. C'est ça, moi, je me suis associée dernièrement avec un bracelet qui émet la fréquence de Schumann. Finalement, en gros, là, c'est plus complexe que ça. Puis d'ailleurs, je vais recevoir bientôt en entrevue l'inventeur du bracelet pour mieux expliquer. Mais justement, tu sais, il y a encore des gens, ça me surprend, mais il y a encore des gens qui ne réalisent pas qu'on est dans un monde
vibratoire, qu'on est énergie, Ouais. puis qui reste encore dans vraiment l'hypermatérialisme. Puis, tu sais, si ça s'observe pas, ça n'existe pas. Mais je me dis, ben on sait que la planète émet un champ vibratoire. On sait que le corps humain a un champ vibratoire. Puis, donc, oui, on est affecté par ces champs énergétiques-là qui entrent en collision avec nous, finalement. Ouais. Donc, tu sais, moi, j'ai arrêté de dormir avec mon cellulaire dans ma chambre. Il y a beaucoup de choses qu'on a débranchées. Parce que je pense que c'est important d'avoir une hygiène, aussi de prendre conscience que les ondes et les choses invisibles nous affectent quand même. On est beaucoup plus sur nos écrans, nos ordinateurs, la lumière bleue. Je veux dire, la liste est longue de choses qui peuvent nous affecter notre santé. Puis moi, j'ai commencé à réaliser que j'avais des symptômes d'électrosensibilité, d'hypersensibilité, sans être forcément comme une hypersensible à tous les niveaux, mais je me suis dit, il faut que je change des choses dans ma vie. Puis après, ce que ça fait, c'est qu'on est tellement rendu emmagasiné de toxicité que là, les gens, des fois, attendent une espèce de remède miracle qui va tout changer dans leur vie. Mais je pense que c'est plus complexe que ça, c'est de prendre conscience tranquillement de, bien, comme tu disais tantôt, la pomme qu'on mange maintenant, c'est pas la même pomme qu'on mangeait il y a 100 ans, elle est beaucoup plus pauvre en nutriments. Donc là, il y a comme plein de choses qu'on peut changer, supplémenter, améliorer pour essayer de vivre plus en santé, finalement. Tout à fait. Puis c'est ça. Donc, l'intention ici, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent concrètement avoir plus de pouvoir sur leur santé. Mm-hmm. À quoi bon de se dire, ah, ben là, je vis dans un environnement toxique, je vais en mourir. Ouais. Donc, ça ne va pas nous aider, ça. Non, puis ça te met dans un état d'esprit dans lequel, finalement, tu as de la peur, tu as de l'anxiété, tu as du stress, puis ben, ça va baisser, ça va te rendre plus fragile à attraper des virus. Tu sais, il y a comme, c'est un cercle vicieux, là, si tu t'entretiens dans des vibrations basses comme ça. Tout à fait. J'aimerais ça que tu nous donnes, pour terminer, un petit conseil, une petite méditation toute simple qu'on peut faire, parce que moi, souvent, là, la méditation, ça a fait partie de ma vie et ça a arrêté de faire partie de ma vie. Puis je trouve ça difficile de la garder dans ma vie. Est-ce que tu as une méditation toute simple qu'on peut faire à la maison? Oui, donc ça s'appelle la cohérence cardiaque sensorielle. Donc c'est adapté de la cohérence cardiaque qui se fait avec le cœur, comme son nom l'indique, et avec la respiration. Une respiration généralement comptant à régler à 5 secondes inspire, 5 secondes expire, en moyenne à peu près. Dans un but de réguler le rythme cardiaque, c'est ça? Dans un but, en fait, de réguler la variabilité du rythme cardiaque. OK. Parce que le rythme cardiaque, donc on peut l'avoir, mais il n'est pas constant. C'est pas comme un métronome. Une variabilité. Donc à chaque seconde, il peut faire des petites variabilités. Et ça dépend de nos émotions. Ça dépend de ce qu'on peut vivre comme vinaigrette par rapport à notre journée. Donc, de l'importance de revenir à la base, donc l'ancrage de la respiration. Et moi, je l'ai, je peux dire, amélioré avec la sensorialité, plutôt que de prendre un outil extérieur comme une petite application qui nous permette d'entendre ou de voir, donc une bille ou un son qui nous ramène à ce 5-5 secondes à chaque fois. J'invite les gens plutôt à rentrer dans leur corps au niveau sensoriel pour aller trouver eux-mêmes un rythme qui soit plus lent, mais qui leur convienne, et arriver à cette variabilité de rythme cardiaque, justement, qui soit plus constante. Puis comment tu ramènes ça dans le cœur? Concrètement, j'invite les gens à pouvoir juste, comme là on pourrait le faire maintenant, juste fermer les yeux. J'inviterais tout le monde à fermer les yeux et à se souvenir d'un moment extrêmement agréable qu'ils ont déjà vécu. Un moment qui est juste lié à quelque chose de positif, comme par exemple la naissance d'un enfant, comme le fait de se marier, de s'embrasser, le fait d'être devant un paysage époustouflant. Tu sais, il y en a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas vraiment de personnes à quoi ils peuvent se souvenir, donc d'un moment agréable, mais juste se souvenir d'un moment agréable où c'est quelque chose d'extraordinaire, là, comment vous vous sentez à l'intérieur, et puis de fixer ce moment-là comme si vous alliez le vivre maintenant, dans l'expérience de mettre la main sur le cœur et de sentir son cœur battre, et ensuite d'imaginer que la respiration se fait comme un nez et une bouche ici, au niveau du cœur, et qu'à chaque fois que vous inspirez, l'air rentre directement par le cœur. À chaque fois que vous expirez, l'air sort par le cœur. Maintenant, à la fin, j'invite les gens à ramener ce souvenir-là et à chaque inspiration,
ramener plus de cet amour, de cette joie, de cette empathie, de cette gratitude dans votre cœur. Et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez pouvoir le partager aux êtres à qui vous voulez le partager, pas obligé que ce soit tout le monde. Pourquoi pas? Ça pourrait être à tous les êtres même, pas juste aux êtres humains. Et vraiment ici, de faire ça 5 à 15 minutes, 1 à 3 fois par jour, ça peut changer énormément de choses. Parce que ça peut nous ramener dans un état qui est tellement élevant que ce qu'on vivait comme émotion négative a moins d'emprise sur nous. Oui. Et puis, ça se fait pas en criant ciseaux, évidemment. Donc, c'est de le faire de façon régulière qui va amener ce conditionnement positif à, lorsque vous allez vivre une émotion forte négative, où ça va être plus facile de vous ramener avec cette cohérence cardiaque sensorielle à quelque chose qui vous protège, vous englobe, vous met dans un espace où vous êtes juste dans cet amour-là. Okay. Moi, je fais ma cohérence cardiaque le soir avant de me coucher parce que ça m'aide aussi à me détendre. Puis c'est comme le seul moment que j'ai vraiment pour moi. Parce que le matin, souvent, c'est mes enfants qui me réveillent puis ça passe les chapeaux de roue. Là. Donc, puis ça m'aide vraiment à me détendre puis à m'endormir. Donc, en tout cas, bref, petit truc, des fois, le faire avant de se coucher, c'est un moment qu'on peut avoir seul avec soi-même. Merci de ce partage. J'espère vraiment que ton témoignage va inspirer des gens à prendre leur santé en main. Je pense qu'on a tendance à prendre notre santé pour acquis jusqu'à ce qu'on commence à la perdre. Donc, vraiment, c'est inspirant de voir que tu as réussi à changer, transformer vraiment ta santé juste parce que tu as décidé de le faire. Puis j'ajouterais en mot de la fin que la boussole et le compas, c'est le plaisir et la bienveillance dans la conscience. Donc, si on utilise ces deux-là ensemble, nécessairement, ça va juste aller dans la bonne direction. Merveilleux, ça termine bien. Et merci Jean-Pierre. Et ça fait plaisir.